La Banque africaine de développement BAD a officialisé son entrée dans le capital de la SICARE pour une réassurance. Bilan 2021 jugé positif pour la Banque nationale d'investissement BNI, place aux perspectives annoncées lors d'une conférence de presse. Et puis dans le domaine de l'infrastructure routière, le Premier ministre ivoirien visite les chantiers du 4e pont et du dédoublement de la route de Dabou. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Débutons cette édition dans le secteur de la finance. La BAD, Banque africaine de développement, a officialisé son entrée dans le capital de la SICARE. En contrepartie, la banque va injecter 6,58 milliards de francs CFA, l'équivalent de 5,47% des parts de la compagnie commune de réassurance des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. La signature de convention entre ces deux institutions s'est faite dans la capitale économique ivoirienne en présence du ministre de l'Économie et des Finances de Côte d'Ivoire, Issa Badini et Marius Sisseri. Abidjan, plateau, immeuble Siam, 20e étage. Une salle de conférence à refusé du monde. Côte à côte, le directeur général de la SICARE et le chef de division du développement du marché des capitaux sous l'œil vigilant du ministre de l'économie et des finances. Des stylos qui posent leurs mines sur des agrafères, des regards de joie qui se croisent et hop, le tour est joué. La BAD, par ses gestes, vient d'entrer dans le capital de la compagnie commune de réassurance des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. La SICARE, à son tour, décédé 3279 actions, l'équivalent de 5,4% des parts de la compagnie et une chaise permanente dans le conseil d'administration contre une enveloppe de 6 milliards 558 millions de francs CFA. Un mariage de cœur et de raison que les deux parties se félicitent. C'est un jour très important pour nous parce que la SICARE, la Banque africaine de développement, c'est une institution financière internationale, multinationale de développement et donc qui a une bonne notation financière et qui a une grande expérience dans la gestion de la gouvernance en leur sein. Et donc la SICARE voudrait profiter de cette expérience pour pouvoir améliorer sa gouvernance. Également, la SICARE pense à partir des capitaux qui seront injectés, qui seront mis à la disposition de la SICARE, ces capitaux permettront de pouvoir financer, d'améliorer, augmenter la capacité de souscription et également de conservation. Je pense que c'est un partenariat long terme et je pense que c'est une relation, c'est seulement la première étape, mais je suis sûr qu'il y a des deuxième et troisième étapes entre la relation entre la BAD et le SICARE dans le futur prochain. Une joie, mais tout de même un défi qui, pour le ministre de l'économie et des finances, la SICARE et ses dirigeants se doivent de les relever. L'aboutissement de cette opération qui porte le capital de la compagnie à 60 milliards de francs CFA ramène le niveau de participation des États à 51,35%. De fait, l'entrée de la BAD dans le capital de la SICARE permettra de renforcer la solvabilité de la compagnie ainsi que sa solidité financière. J'invite donc la SICARE à tirer meilleur parti de la présente convention pour un partenariat mutuellement fructueux. Mesdames et messieurs, au-delà des perspectives prometteuses, le plus grand défi auquel la SICARE devra faire face sera de maintenir l'institution à un haut niveau de performance en continuant d'honorer ses engagements pour mériter la confiance de ses partenaires. Avec l'entrée de la BAD, le capital de la SICARE passe désormais de 50 à 60 milliards de francs CFA. Un an après avoir passé le flambeau, l'ancien directeur général de la SICARE se rappelle des négociations qui ont fini par aboutir aujourd'hui. En décembre donc, 2019, la BAD, donc, le conseil d'administration de la BAD a donc approuvé l'entrée de la BAD dans le capital de la SICARE. Alors, par la suite, en 2020, avec la Covid-19, la BAD a suspendu le processus de signature et de décaissement concernant un certain nombre d'opérations.
C'est dans ce cadre-là que l'opération La Sicaré faisait partie de ces projets. Et donc l'opération a été donc retardée. Et je suis heureux qu'aujourd'hui le dossier ait été repris par mon successeur avec certainement des mises à jour d'un certain nombre d'éléments. Et ce qui permet aujourd'hui de fêter. C'est vraiment pour une satisfaction, une réelle satisfaction pour le conseil d'administration que la direction générale a pu arriver au terme de cette négociation avec la BAD. C'est un partenaire stratégique pour notre compagnie, pour le rayonnement de la Sicaré. Ça va être des défis à relever parce que quand les gens apportent du capital, ils s'attendent évidemment à un retour sur investissement. Donc il appartiendra à la gouvernance, notamment à la direction générale de la Sicaré, à ses équipes, de valoriser ces fonds qu'ils ont reçus et moi j'ai confiance. Créée en 1981, la Sicaré naît de la volonté des États membres de l'espace CIMA, compte 12 pays membres, dont 7 en Afrique de l'Ouest et 5 en Afrique centrale. Avec des bureaux régionaux, Abidjan et Douala, le siège central est logé à Lomé, la capitale du Togo. L'institution, notée B+ par l'agence de notation IMBS, table sur un chiffre d'affaires de 96 milliards de francs CFA d'ici fin 2022. Toujours dans le secteur bancaire, la Banque nationale d'investissement BNI a organisé une conférence de presse pour dresser le bilan de son exercice 2021 ce jeudi 9 juin 2022 à son siège intégré dans la commune de Cocody. Ce bilan dit positif s'est articulé autour de 3 points. Présentation de la BNI, bilan perspective et échange avec la presse. Philippe Zabo et Tima Traoré étaient présents. C'est au sortir d'une plongée dans le monde des chiffres que le directeur général de la BNI a confirmé la bonne santé de la banque qu'il dirige. Le produit net bancaire ou PNB, l'équivalent du chiffre d'affaires pour les entreprises ordinaires, est en hausse de 11%, passant de 51 milliards 971 millions au 31 décembre 2020 à 57 milliards 846 millions au 31 décembre 2021, ce qui au classement annuel des banques l'ont fait passer de la 8e à la 5e place sur 29. Oui, au sortir d'ici, on peut dire que la BNI se porte très bien. Pourquoi? Parce que, le PNB, qui est notre produit net bancaire, est en hausse. Et le résultat net aujourd'hui est en forte croissance, à peu près 36 milliards. Et en plus de cela, lorsqu'on parle de banque, il y a ce que nous appelons les fonds propres effectifs. Les fonds propres effectifs, c'est ce qui détermine la solidité de la banque. Nous sommes à près de 85 milliards de fonds propres effectifs à fin 2021 et qui montrent la solidité de la banque et la capacité de la banque à non seulement financer mais également à faire face à l'ensemble de ses obligations. Par ailleurs, sur le plan social, la BNI, malgré sa politique de digitalisation, a augmenté son personnel, passant de 681 agents en 2021 à 724 agents cette année. Il a rendu son centre intégré opérationnel et est en construction de son siège national. Siège qui lui coûtera la bagatelle somme de 13 milliards de francs CFA. Tous ces résultats mis ensemble ont permis au DG de se projeter dans le futur. Notre ambition, c'est d'être une des toutes premières banques de l'écosystème, la capacité à pouvoir financer les PME, la capacité à être beaucoup plus digital, à être beaucoup plus présent auprès de l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire. La conférence bilan de la BNI se tient au moment où arrive à échéance son plan stratégique Excellence 2015-2020. Avec le nouveau plan stratégique dénommé Performance 2026, il compte intégrer le top 3 des banques ivoiriennes. L'un des piliers de développement de l'État de Côte d'Ivoire, c'est bien sûr le développement des infrastructures. C'est dans ce cadre que ce vendredi 10 juin, le Premier ministre Patrick Achi a effectué une visite de chantier. Il est allé s'enquérir lui-même de l'état d'avancement des travaux du 4e pont et du dédoublement de la route de Dabou. Mondésir Nascimento et Ismaël Doza. Patrick Achi, Premier ministre de Côte d'Ivoire, accompagné d'une forte délégation ministérielle pour faire la visite des infrastructures routières en construction dans le Grand Abidjan. Première étape, les travaux de construction du 4e pont, notamment l'axe Yopougon, zone industrielle, passant par l'échangeur Ndotré jusqu'à Ebempi. La deuxième étape a été le chantier des dédoublements de la route de Dabou, sortie ouest d'Abidjan.
Patrick Hachi s'est félicité du taux d'exécution des travaux et souhaitait qu'ils s'achèvent dans les délais. Donc nous allons faire la visite de ces deux axes et puis nous ferons donc ensuite la visite du quatrième pont, donc le pont qui relie donc Adjamé à Yopougon, puis ensuite donc, le pont Cocody Plateau que nous ferons dans une seconde étape. Les travaux que nous avons vus sont bien avancés. Nous sommes confiants qu'ils s'achèveront dans les délais. Nous avons bien sûr quelques difficultés résiduelles liées au déplacement des populations et au déplacement des réseaux qui sont habituels et que nous connaissons sur ces chantiers de façon classique. Je crois que les explications qui nous ont été données par le ministre méritent que nous ayons quelques réunions complémentaires avec les entreprises qui réalisent ces travaux-là. Et je crois que normalement, les choses devraient aller dans l'ordre. Était aussi présent à cette visite de terrain le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Mais c'est une chance pour la grande métropole d'Abidjan de bénéficier de ces grands travaux. La sortie est, la sortie ouest, la traversée de la lagune du côté de Lokodjoro à Tekoubé. Ça va accélérer le développement d'Abidjan. Il y aura moins de pertes de temps dans les transports. L'économie va flamber à partir de ces infrastructures et nous ne pouvons que nous réjouir de ces initiatives. Ces infrastructures routières, faut-il le signaler, contribueront à faciliter la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Ces travaux visités rentrent dans le cadre du projet PTUA et de la stratégie globale de développement du pays. Ouvrons à présent une page sur l'entrepreneuriat féminin. Une foire commerciale se tient du 10 au 11 juin à Abidjan, plus précisément dans le quartier de la Riviera Bonoumen, organisée par le réseau des anciennes de Notre-Dame du Plateau, qui à travers cette initiative veut valoriser le talent des femmes entreprenantes et l'artisanat ivoirien. Walter Kofi, Richard Akeke. Il y en a pour tous les goûts. Les amoureux de l'artisanat made in Côte d'Ivoire ont de quoi faire leur bonheur dans ce centre commercial à ciel ouvert. Parures, tuniques, hommes, femmes et enfants, produits de soins de beauté, accessoires de mode, parfums et bien-être sont à ce rendez-vous des femmes entreprenantes. L'initiateur, le réseau des anciennes de Notre-Dame du Plateau, RANDAB, une association d'anciens élèves dont l'un des objectifs est de valoriser le talent féminin. Aujourd'hui, nous sommes à la foire commerciale qui est un challenge pour nous. Regrouper toutes les anciennes du collège qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont chefs d'entreprise, pour venir exposer sur leurs différentes activités. Dans le réseau, nous avons beaucoup de partage d'expériences. Nous avons une plateforme sur laquelle nous échangeons. Il y a effectivement des formations pour les chefs d'entreprise. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de Bamba Hamza Fatoumata, ex-ministre de la Reconstitution et de la Réinsertion, qui après avoir procédé au lancement, a fait un tour d'horizon pour s'imprégner du savoir-faire féminin. Voilà, alors c'est la première édition, mais déjà nous voyons un engouement. Beaucoup de femmes anciennes de l'école et même de femmes qui ne sont pas de cette école sont là présentes pour exposer tout ce qu'elles font. Et vraiment, je les encourage à persévérer. Créé en 2017 de la volonté d'anciens élèves du collège Notre-Dame du Plateau, le RANDAB est à l'initiative de plusieurs activités sociales telles que les journées de don de sang. Son objectif est de créer un réseau fort d'alumni pour promouvoir les entreprises des ex-apprenants du collège Notre-Dame du Plateau. Les portes de la foire commerciale du RANDAB restent ouvertes ce 11 juin et attendent plus de 3000 visiteurs. Un regard sur l'environnement à présent. À l'occasion de la quinzaine de l'environnement lancée depuis le 3 juin 2022, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers la cellule ivoirienne anti-pollution SIAPOL, a procédé à la démonstration du plan Polumar, un exercice qui vise à tester l'opérationnalisation du dispositif mis en place en vue d'une meilleure gestion des crises en cas de déversement d'hydrocarbures. Walter Kofi, Richard Akeke. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a été informé de ce qu'un abordage est survenu entre un tanker Suez Max transportant 70 000 tonnes
de fioul lourd et un vraquier Handimax. Cet incident survenu à 10 000 nautiques des côtes ivoiriennes, soit à 18 km, a occasionné une brèche dans la coque du pétrolier, provoquant un déversement immédiat d'hydrocarbures estimé à 43 tonnes, et la nappe menace les côtes de Grand Laou. Mairie de Grand Laou, dans la région des Grands Ponts. Nous sommes le 8 juin, 24 heures avant l'alerte donnée par le ministre de l'Environnement. Une formation animée par le directeur du Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL à l'endroit des membres du comité interministériel de lutte. Il leur rappelle leur rôle au sein des différentes cellules dans la mise en œuvre du plan Polumar. Vous l'avez compris, ceci est une simulation du plan national d'urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer, en lagune et dans les zones côtières. Une démonstration en grandeur nature à l'embouchure du Bandama. La zone menacée par le déversement de déchets est déjà quadrillée et survolée par un hélicoptère pour constater l'ampleur du sinistre. Après avoir assuré la coordination entre terre et mer, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, accompagné de son équipe, se rend sur les lieux pour constater le bon déroulement des opérations. Vous savez très bien que si y a un déversement d'hydrocarbures donc au niveau de la mer, ça s'éparpille et ça crée donc la pollution. Et donc il fallait réagir très rapidement. Et nous avons mobilisé donc nos équipes, le SIAPOL, le directeur du SIAPOL donc a dirigé les opérations, mais c'est toute une équipe. Il y a l'équipe donc de la CIR, du port autonome et des pétroliers qui nous ont accompagnés donc dans cet exercice-là. Et donc ils étaient tous là, chacun a déployé donc les équipements dont il dispose. Et aujourd'hui, nous sommes venus donc constater la fin de l'opération. Réalisé une fois chaque année, cet exercice de simulation initié en 2015 vise à rendre plus opérationnel ce dispositif de lutte anti-pollution et il permet de répondre plus efficacement à toute éventuelle pollution ou menace de pollution. Cette 5e édition du plan Polumar à Grand Laou s'est achevée ce 9 juin. Ouvert depuis le 8 juin dernier à Abidjan, le Forum régional sur la relance du transport aérien a refermé ses portes. Les discussions entre les acteurs de l'écosystème ont abouti à des recommandations pour l'amélioration du secteur longtemps impacté par la Covid-19. Un bilan satisfaisant pour les initiateurs que sont l'Union des gestionnaires d'aéroports d'Afrique centrale et de l'Ouest ainsi que la Sodexam. Reportage. Depuis des jours, ça discute sur la question de la relance du transport aérien. Les acteurs du domaine de l'aviation civile de l'Afrique centrale et de l'Ouest se sont concertés pour, au final, aboutir à des recommandations qui sont entre autres la certification des aéroports, l'automatisation des processus de gestion des personnes, des équipements, la sécurisation des données aéroportières, la préservation des communes portières, la création des centres de formation. C'est pour tous ces points clés que les initiateurs ont travaillé d'arrache-pied pour la tenue du forum régional meublé de plusieurs ateliers. Il s'agit de l'Union des gestionnaires d'aéroports d'Afrique centrale et de l'Ouest, IGACO, et la Société de développement aéroportière, aéronautique et météorologique Sodexam et leurs partenaires, le ministère du Transport. Ce sont 15 pays qui se sont déplacés à Abidjan avec les gestionnaires d'aéroports et toutes les autres parties prenantes de l'écosystème pour ensemble réfléchir et faire des recommandations à nos décideurs en vue de dynamiser l'industrie de l'aviation civile sur le continent africain. Alors, au titre des recommandations, nous avons souhaité que nos États accompagnent mieux nos aéroports. Vous savez que la Covid a pénalisé pas seulement les aéroports, mais je veux dire toute l'industrie du transport aérien. Et nous avions sollicité à l'époque tous les États afin qu'ils puissent accompagner ces aéroports. Certains l'ont fait, d'autres moyennement, d'autres l'ont très bien fait. Des recommandations qui devront impacter les décisions des pouvoirs publics pour un accompagnement plus accru. Vos assises devront donc, à travers les valeurs de solidarité et de partage portées par l'UGACO,
bénéficier de l'appui institutionnel approprié afin de permettre une efficiente application des recommandations qui en ont résulté. Le gouvernement de Burkina Faso soutiendra toutes les initiatives similaires à celles que l'UGACO et la Sodexam viennent de concrétiser en matière de promotion du transport aérien en Afrique. Selon les acteurs, le secteur du transport aérien est un levier de croissance et de développement économique et un outil de lutte contre la pauvreté. À travers ce forum régional sur la relance du transport aérien, ils sont tous convaincus des perspectives positives du marché. La lutte intensive contre les addictions et la toxicomanie continue et Bongouanou accueille un projet dans ce sens. Ce projet consiste en la construction d'un centre de transformation et de réintégration qui portera le nom du président du conseil régional, Afi Nguessan, qui a procédé récemment à la pose de la première pierre. C'est une initiative de Global Teen Challenge qui consiste à venir en aide aux personnes dépendantes des addictions. Anja Semian et Ismaël Doza. Les populations d'Akakro, village situé à 5 km de Bongouanou, ont reçu la visite du président du conseil régional, accompagné de la délégation de Global Teen Challenge. Une visite marquée par la pose de la première pierre du centre de transformation et de réintégration pour la lutte contre les addictions et la toxicomanie. Un projet à double objectif, lutter efficacement contre la prolifération, la consommation de la drogue et surtout venir en aide aux dépendants de toute forme d'addiction. Et vous savez bien que c'est un phénomène qui est un fléau qui touche des millions de personnes à travers le monde et en particulier en Côte d'Ivoire. Les addictions sont une souffrance, c'est une grande perte pour toute société. Et donc ces genres de fléaux, il ne faut pas les laisser se propager à travers la société puisque ce sont des fléaux qui détruisent toute une société. Et donc c'est pourquoi nous voudrions saluer l'initiative de Global Teen Challenge, d'abord de tenir son assemblée annuelle ici en Côte d'Ivoire et de choisir de construire un centre de portée internationale dans la région du Morono. Présente sur les terres ivoiriennes depuis 2015, Global Teen Challenge, initiatrice de ce projet à haute portée sociale, est opérationnelle dans 136 pays. Elle a porté son choix sur le village d'Akakro, car convaincue de pouvoir lutter contre les addictions dans le pays et dans toute l'Afrique. Une région, un continent très important pour Global Teen Challenge. Et vu que les 1/3 des ressources du monde se trouvent aujourd'hui en Afrique, donc il va falloir s'orienter vers l'Afrique pour vraiment aider cette population africaine à sortir de toutes sortes d'addictions, de toutes sortes de dépendances. Je vous dis merci à cette grande société d'avoir permis à ce que cette année nous puissions voir ce grand bloc qui va nous permettre aussi et encore sensibiliser encore nos frères pour quitter dans cette affaire de drogue, d'alcool et de cigarettes. Merci encore à la société, merci au président Afri. Évalué à près de 3 milliards de francs, le centre de transformation et d'insertion des toxicomanes Pascal Afi Nguessan de Bongouanou sera livré bientôt. Cette pose de la première pierre fait suite à la célébration récente de la 34e journée mondiale sans tabac. Rendons-nous à Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire. Après les travaux en atelier, l'UNFPA et ses partenaires ont lancé officiellement le projet Takeda, une initiative pour garantir l'accès à des services de santé maternelle en moins de 2 heures de trajet. Le projet sera mis en œuvre en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo afin qu'un réseau de maternités dans les 3 pays administre des soins obstétricaux et néonataux de qualité à la femme en couche. Urgemment les complications obstétricales ou néonatales à moins de 2 heures de trajet. Un défi que l'organe onusien veut relever à travers le projet Takeda. Dénommé 2 heures de vie, il a été lancé à Bouaké, une zone sanitaire de la Côte d'Ivoire connaissant un taux élevé de mortalité maternelle. Côte d'Ivoire, Bouaké se trouve dans la région de Béké qui a l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés de la Côte d'Ivoire. Donc il était de bon temps que nous puissions intégrer cette région-là dans le projet qui vise à éliminer la mortalité maternelle et surtout à mettre en œuvre un projet innovant en faisant en sorte que
urgences obstétricales et néonatales soient bien gérées et surtout en 2 heures de temps. Pour réduire la mortalité maternelle, on ne peut pas aller seul. On doit aller avec tout le monde, avec le gouvernement pour le leadership, les autorités locales et les communautés. Et nous, partenaires, nous avons un rôle à jouer, c'est un rôle catalytique. Donc notre engagement, c'est de booster ensemble avec les autres partenaires, dont l'UNFPA. Cette initiative prévue également pour être développée au Bénin, au Togo, va consister à renforcer et connecter les réseaux communautaires existants dans les 3 régions bénéficiaires du projet. Un objectif visant à réduire à 0 le nombre de décès maternels évitables, réduire à 0 les besoins non satisfaits en planification familiale et réduire à 0 les violences basées sur le genre. Ce projet, financé par une société biopharmaceutique japonaise, va aider l'État ivoirien et les autres pays ciblés dans leur engagement à combattre ce phénomène et prodiguer des soins obstétricaux et néonataux de qualité dans les centres de santé. Après Boaké, rendons-nous à Abangourou où l'Union des seigneurs et greffeurs de l'EVEA de Côte d'Ivoire ont organisé une journée de sensibilisation des membres de l'Union à Aprampron à Féwa, localité située à 60 km de la ville. Venus de tout le département d'Abangourou, les membres de l'Union ont planché sur le rôle des greffeurs et seigneurs de l'EVEA pour une durabilité des plantations. Vu leur importance au sein de la filière évéicole, ils ont décidé de la professionnalisation de leur secteur. Serik Badjekou dans un commentaire de Doris Bessé. Nous sommes à Aprampron à Féwa avec l'Union des greffeurs et seigneurs de l'EVEA. Autorités administratives, coutumières et toute la population étaient au rendez-vous. Une occasion pour Tano Nguessan, président de l'Union des greffeurs et seigneurs de Côte d'Ivoire, d'inviter les autorités à la professionnalisation du métier de greffeur et seigneur. Il a indiqué lors de son allocution que les plantations d'EVEA en Côte d'Ivoire ne produisent plus après 20 ans à cause des mauvaises saignées. C'est pourquoi, dirait-il, avec la professionnalisation des greffeurs et seigneurs, nous voulons parvenir à la durabilité des plantations, fidéliser les greffeurs et seigneurs aux producteurs et accroître la production de caoutchouc. Pour la formation des greffeurs et seigneurs, une séance pratique s'est déroulée pour montrer aux seigneurs les bonnes techniques de la saignée. Répondant aux préoccupations des organisateurs, Pierre Akavanga, responsable régional du conseil EVEA Palmier à Huile, représentant le parrain, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, M. Kobenon Kwasi Adjoumani, a indiqué que la filière évéicole en Côte d'Ivoire a une production de 1 100 000 tonnes de caoutchouc naturel, soit 90%, et demeure le premier producteur en Afrique et 4e au plan mondial. Il a exhorté les greffeurs et seigneurs de Côte d'Ivoire à une meilleure organisation dans le secteur pour bénéficier des projets bancables. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.